Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Lucarne américaine, épisode 13, j'ai regardé, épisode 13. C'est un peu discontinu, mais on arrive à, à en enchaîner quelques-uns quand même. Tous les lundis à 22 heures, on va passer une bonne heure. Ce soir, une bonne heure bien tassée, je pense, à discuter du football des Amériques. Bonsoir à ceux qui sont déjà présents dans le chat. Je vois Nacio, Romano, Red le Rouge. Poulpo0029, premier message dans le chat, faites comme Poulpo0029 si vous écoutez cette émission en replay, que ce soit sur YouTube ou les plateformes de podcast. Déjà, merci pour cela. Mais venez les lundis à 22 heures pour justement participer à cette émission avec nous. Posez vos questions quand vous avez des questions à poser par rapport au sujet que l'on aborde. Elle sert aussi à cela, cette émission. Bonsoir à Pierre qui souhaite un bon anniversaire à Christophe Dugarry. Je ne sais pas ce qui lui arrive à Pierre. Bonsoir à ma foi, Paul Bismuth. Donc voilà, grâce à votre revue à l'époque, notre football. Ouh, dis donc, tu nous amènes sur une époque, ça s'est arrêté, ouais, ok, la revue, ça remonte maintenant, c'est de l'histoire ancienne, on vieillit, on vieillit. Bonsoir à Vince aussi qui est déjà dans le chat. Je le disais, donc le principe, il est simple. On va passer une bonne heure tassée, bien tassée, à parler des footballs des Amériques, du nord au sud, je sais pas si on peut dire du Groenland jusqu'à la Patagonie. Faut faire attention à ce qu'on dit de nos jours quand on évoque par exemple le Groenland. De toute façon, on n'en parle pas sur Hello, on ne suit pas ce football-là. Pas encore, on sait jamais. Bref, voilà, on va prendre le temps. L'émission va s'articuler ce soir autour de deux grands axes. Il n'y aura pas de Golasso Hello pour une raison toute simple. Il n'y avait pas assez de matchs pour faire une sélection. Il y en a eu quelques-uns qui ont été beaux et je ne peux pas utiliser surtout aussi ceux des éliminatoires notamment. Voilà, pas trop de prise de risque, donc vous ne pourrez pas voter pour Thiago Almada par exemple, ou vous ne pourrez pas voter pour Pasalic d'Orlando, malheureusement pour cela. Le Groenland est considéré comme Europe, oui, mais c'était la blague par rapport à Trump qui veut annexer le Groenland, qui deviendrait du coup peut-être pas européen, enfin tu vois ce que je veux dire. Bref, on va pas entrer là-dedans, c'est dangereux, surtout sur... dans cette période. Je le disais donc, deux axes. On va commencer par les news de la semaine. On va avoir quand même pas mal de news à évoquer ensemble. Et ensuite, il y aura un gros dossier, un vrai gros dossier. On va prendre le temps. On en a parlé lors des précédents lives. On va prendre le temps de comprendre ce qui va se passer du côté des États-Unis, avec notamment l'USL qui a fait cette énorme annonce, cette bombe dans le paysage sportif nord-américain, l'arrivée d'un système de promotion-relégation. Et vous allez voir que au-delà de l'annonce promotion-relégation, ça va bien au-delà de cela. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se préparer. On en parlera tout à l'heure. Ça sera l'heure du dossier. Je salue Isanoé qui vient d'arriver aussi dans le chat. Je vois que tout le monde est prêt. Eh bien, vous savez quoi, on va pas perdre de temps parce que je le disais, on est bien chargé ce soir en termes d'infos. On va démarrer donc par les news de la semaine. Et pour les news de la semaine, on va commencer avec la compétition que tout le monde adore. Je croyais que la bombe, c'était la démission de Laurent Courtois. Non, malheureusement, oui, Laurent Courtois a été démis de ses fonctions avec Montréal. Malheureusement pour lui. Mais non, l'information, la bombe, ça sera donc dans le dossier. On va commencer donc par les news de la semaine et on va ouvrir avec peut-être la compétition qui passionne le plus les Européens. Et là, pour une fois, je suis presque d'accord avec eux. Cette compétition, bien évidemment, c'est la Coupe du Monde des clubs. Bien sûr, la fameuse Coupe du Monde des clubs de notre ami Gianni Infantino. On est là pour se faire beaucoup d'amis ce soir. On a commencé par Donald Trump, on continue avec Gianni Infantino. Voilà, on s'arrête là. On va commencer par cette Coupe du Monde des clubs qui va se dérouler en juin prochain, qui, je le disais, suscite des passions absolument démesurées en Europe. C'est exceptionnel, tout le monde ne fait qu'en parler, tellement on a tous hâte de la voir. Bien sûr que non, et vous avez raison. Mais bref, vous l'avez vu peut-être aussi. La semaine dernière, il y a eu cette information qui a été officialisée qui a été officialisée par la FIFA. La FIFA qui s'est rendu compte que Pachuca et León, les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions de la CONCACAF, appartenaient au même groupe. Et donc, la décision a été... Comme la multipropriété est interdite dans les statuts, dans le règlement de cette Coupe du Monde des clubs, la FIFA a donc décidé d'exclure le club León, le club de James, de la Coupe du Monde des clubs. Alors vous imaginez
que ça a eu forcément des répercussions, que ça fait forcément beaucoup parler, notamment du côté du Mexique, à commencer par le président de León, Jesús Martínez Murguía, qui d'ailleurs, à la télévision, a posé la question de savoir pourquoi son club, à lui, était exclu, parce qu'une des questions sous-jacentes à cette décision de la FIFA, c'est « Ok, on interdit la multipropriété, mais au nom de quoi on exclut plus León que Pachuca ?» Voilà. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie aussi dans la multipropriété, ce qui est parfois le cas. Bref, le président a posé la question. Pourquoi a-t-il posé la question? Parce qu'il a affirmé à la télévision qu'il n'a pas été mis au courant du critère. Enfin, on ne lui a pas indiqué sur quel critère avait permis de déterminer que ça serait León et pas Pachuca qui serait exclu de cette Coupe du Monde des clubs. Alors, León, le club... indépendamment de son président, le club a forcément réagi avec un communiqué qui a été publié notamment sur ses réseaux sociaux, dans lequel, je ne vais pas vous le lire, hein, si vous le voyez, il est affiché, je ne vais pas le lire en entier, on a autre chose à faire, parce que c'est très long et puis il y a beaucoup de blabla hein, dans ce genre de communiqué, on le sait. Bref, tout ça pour dire que le club rappelle son indépendance, son autonomie et sa souveraineté, et surtout annonce qu'il va faire appel de cette décision. Étonnant quand on sait que Toulouse et Milan avaient le même propriétaire. Oui, mais alors attention, parce que c'est un argument qui a été utilisé, notez, tu fais bien de le dire Poulpo, parce que c'est un argument qui a été utilisé par certains, notamment certains médias, certains journalistes et certains suiveurs du football mexicain, qui ont aussi expliqué que par exemple Manchester City avait le droit de jouer la Ligue des Champions en même temps que Girone, mais la réponse, elle vous est donnée par Red dans le chat, la réponse c'est que là on est en train de parler d'une compétition régie par la FIFA. Il y a un règlement qui est clair, hein, d'ailleurs l'exclusion, l'article que j'ai montré, enfin l'introduction de l'article, si vous déroulez dans l'article qui suit, ils expliquent selon quel article du règlement, c'est l'article 10, alinéa 4 je crois de mémoire, c'est le règlement de la FIFA. Les autres c'est l'UEFA, l'UEFA fait ce qu'elle veut. D'ailleurs elle a aménagé ses règles sur la multipropriété et en même temps, sinon sa Ligue des Champions elle la jouerait à 2. Bref, tout ça pour dire que c'est donc rien à voir avec les cas que l'on peut voir en Europe, Toulouse, AC Milan, Manchester City, Girone, Red Bull Salzbourg, RB Leipzig, etc. etc. Chelsea 3, non, ça n'existe pas. Enfin bref, tout ça pour dire rien à voir, on est dans un autre contexte et dans un autre règlement donc. Et le club donc de León, au-delà de ce communiqué de presse, a décidé de faire appel et notamment auprès du tribunal arbitral du sport. Ils ont même lancé d'ailleurs hein, sur leur réseau X notamment un hashtag In TAS We Trust. Dans le TAS, nous avons confiance en le TAS, tout simplement. Alors, chose importante, et j'en profite de la petite parenthèse pour saluer Guillaume qui est arrivé dans le chat, chose importante, et pas totalement négligeable hein, dans les paramètres à garder à l'esprit, hier, avant la finale de la Nations League qui opposait le Mexique à Panama, on va en parler dans un instant, le président de la CONCACAF a apporté clairement son soutien au club León, donc le président de la CONCACAF, au micro de TUDN, qui est un média mexicain, une chaîne mexicaine, a apporté son soutien, le soutien donc de la CONCACAF, de l'instance majeure du régissant le football d'Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, pour le club León. Et voilà. Et donc, il y a cette affaire qui va aller qui va continuer, il y a des procédures d'appel, il y a le TAS et tout. Et c'est pour cela aussi que, pour l'instant, il n'y a pas de décision qui a été communiquée par la FIFA quant au remplacement potentiel de León. Et justement, pas de décision. La rumeur veut que la FIFA va attendre véritablement la décision finale, celle du TAS notamment, pour pouvoir annoncer s'il y a un remplaçant ou pas. Et dans ce cas, j'avoue que c'est assez cohérent, parce que s'il commence à annoncer un club et qu'au final le TAS dit bah non, bon, voilà. Sachez qu'il y a quand même des rumeurs. Alors, pour savoir qui sera le remplaçant, parce que forcément, maintenant, la grande question, c'est de savoir qui va remplacer León si jamais l'appel n'aboutit pas. Et donc, c'est la course à la rumeur. Alors, on va commencer juste parce que, bon, c'est des choses que l'on a dit en live, mais on va les préciser aussi dans le cadre de ces news. Le spot est un spot de la CONCACAF. Donc, vous avez vu aussi des comptes Twitter, notamment, mais c'est pour des raisons d'engagement, on sait comment ça marche. Vous en avez vu certains qui colportent la rumeur que ça pourrait être un club européen qui récupérerait la place. Ce n'est pas possible puisque c'est une place pour la CONCACAF. Donc, ça sera forcément un club de la CONCACAF.
Une fois que l'on a dit ça, donc ça veut dire que ça ne sera pas le Barça, hein. Je m'adresse aux supporters du Barça, ça peut pas être le Barça. Voilà, point. Ça, c'est un premier point. Et en plus, il y a une autre règle, et on va y venir, parce que le choix du remplaçant pose un autre problème, c'est que dans le règlement de l'instance, dans le règlement de la FIFA, pour sa Coupe du Monde des clubs, il ne peut pas y avoir plus de 2 représentants d'un même pays, à une exception, que plusieurs représentants d'un même pays gagnent la compétition continentale. C'est pour cela que vous avez, par exemple, 4 Brésiliens, puisqu'ils sont 4 à avoir gagné dans les 5 dernières éditions de la Libertadores. Et c'est pour cela que vous aviez 3 Mexicains, puisqu'il y avait 3 Mexicains qui avaient remporté les dernières Conca Champions. Donc, ça ne peut pas... Voilà, donc gardez cela à l'esprit, pas plus de 2 représentants par pays. Et donc ça pose un problème, parce que si l'on reste sur ces statuts-là, si l'on reste sur cette question-là de chercher le remplaçant, si vous avez bien compris, il y a déjà 2 Mexicains, hein, puisqu'il y a les Rayados et il y a Pachuca, donc, mais il y a aussi déjà 2 Américains, puisqu'il y a les Seattle Sounders et il y a l'Inter Miami qui avait été choisi par Gianni et sa bande pour représenter le pays hôte, les États-Unis. Donc si vous lisez entre les lignes, le remplaçant, normalement, ne peut être ni mexicain, ni américain. Américain dans le sens USA, ou enfin on va dire MLS. On peut aller chercher au Canada, mais il n'y a pas d'éléments. Bref, parce qu'on peut aller piocher ailleurs. Alors comment choisir le remplaçant? Forcément, ça s'agite un petit peu, et ça s'agite notamment du côté du Costa Rica, parce que du côté du Costa Rica, il y a une équipe qui s'appelle Alajuelense, qui est l'un des grands du championnat costaricain, avec Saprissa et Herediano notamment. Alajuelense a gagné la Coupe centro-américaine 2024, double vainqueur de cette compétition d'ailleurs, compétition qui qualifie à la Ligue des Champions de la CONCACAF. Et donc forcément, du côté des Costaricains, on s'est dit, pourquoi pas nous? Parce que nous, on a gagné une épreuve continentale. Alors, sur les papiers, pourquoi pas? Mais dans les faits, ça pose un autre problème, cette histoire-là. C'est que, je le disais à l'instant, la Coupe centro-américaine ne concerne que, d'où son nom, les équipes d'Amérique centrale et permet d'être qualificatif pour la Ligue des Champions de la CONCACAF. Il existe 2 autres épreuves continentales qui sont du même niveau en termes de hiérarchie que la Coupe centro-américaine, c'est la Coupe des Caraïbes, qui a été gagnée par les Jamaïcains de Cavaliers, qui ont été éliminés par l'Inter Miami en Conca Champions cette année, et la Leagues Cup, gagnée par le Columbus Crew en 2024. Donc, si l'on devait choisir une autre compétition continentale, il faudrait choisir entre ces 3-là. Donc, entre un représentant costaricain, jamaïcain, et pourquoi pas le Crew. L'autre possibilité, vous allez me dire, c'est de se dire, on va aller chercher celui qui a été battu par Léon en finale. Le LAFC, donc. Mais le problème, règle des 2 pays, LAFC américain. Et donc, une autre possibilité encore aurait été de remonter d'un cran. C'est-à-dire qu'on prend normalement sur les 5 dernières années, autant prendre l'année d'avant. L'année d'avant, c'est Tigres. Et Tigres, c'est mexicain. Et voilà, donc on est dans cette espèce d'imbroglio. Il y a ces possibilités-là, il y a ces 3 possibilités-là. Le seul, entre guillemets, qui pourrait être potentiellement possible si l'on en restait là, si l'on faisait fi de cette règle-là, ça serait éventuellement Alajuelense. Mais pourquoi Alajuelense et pas Cavaliers? Pourquoi la Coupe Centro-Americana et pas la Coupe des Caraïbes? Vous imaginez les répercussions que ça peut avoir au niveau de la CONCACAF. Et donc, c'est un peu le bazar, c'est même beaucoup le bazar. La dernière rumeur serait que il y aurait la mise en place d'une sorte de play-off entre les vaincus, les 4 derniers vaincus de la Conca Champions, c'est-à-dire l'América, les Pumas, le LAFC et Columbus. On ferait donc fi de cette restriction des deux membres par pays dans la Coupe du Monde des clubs, en prétextant, en disant, c'est un représentant, entre guillemets, vainqueur de la Conca Champions. C'est un représentant de la Conca Champions, et pas des confédérations. C'est la rumeur, la dernière rumeur qui a été lancée, qu'il y aurait donc des playoffs organisés entre ces 4 équipes-là, l'América, les Pumas, le LAFC et Columbus. Ça reste une rumeur. Je rappelle que tout va se déterminer probablement après la décision du TAS. On ne sait pas encore quand elle va tomber. On sait que le TAS, c'est la justice. Elle a son temps à elle. Il y a encore le temps, c'est jusqu'au mois de juin. Mais juste pour garder en tête, l'enjeu qu'il y a là-dedans, oui, c'est un vrai bazar. C'est le gros bazar. L'enjeu qu'il y a dedans, il n'est pas anodin, puisque la FIFA a annoncé le prize pool de sa compétition, 1 milliard d'euros. Mais surtout, pour les 32 clubs, mais surtout, le simple fait de participer garantit 35 millions d'euros à chacun des participants. Vous imaginez que
pour la plupart des représentants de cette région-là. 35 millions d'euros, c'est monstrueux et ça peut vous faire changer de dimension. C'est aussi pour cela que ça va être un vrai objet de débat, objet de tension. À voir comment cela se termine. Il est clair que la solution la plus simple, la solution la plus simple, c'est que Léon gagne son appel. Sinon, comme le dit Romano, ça va être le bazar. Il est limite, on va en parler après, Pierre. L'Olympique de Marseille pourrait le faire si on le dit avec un accent espagnol. Tu peux essayer, mais ça ne marchera pas. Hello va en avoir de l'oseille. Alors si jamais on pouvait avoir un petit peu, je dis pas, mais voilà, c'est exactement ça, Wade. C'est une place à minimum 35 millions d'euros. On parle plus, comme tu le dis, aux alentours des 50 millions d'euros pour au final, avec les points des par match, les primes, etc., etc. Donc forcément, ça peut complètement vous changer de dimension à un club, surtout dans ces zones-là. Et c'est aussi pour cela que ça va attirer beaucoup de tensions. Ça va entraîner, pardon, pas attirer, entraîner beaucoup de tensions. Affaire à suivre. On attendra de voir la décision du TAS. Voilà, la Coupe du Monde des clubs, je vous le rappelle, c'est au mois de juin. Je ne suis pas convaincu qu'on y accorde un grand intérêt pour nous parce qu'il y aura une autre compétition pour nous au même moment. On va en parler dans un instant. On était sur les clubs, on était sur une compétition internationale. On va passer maintenant dans les news aux compétitions continentales et on va parler de la Nations League, puisque Pierre en parlait dans le chat il y a un instant sur le péno du Mexique. On va parler justement de cette Nations League. Ça me fait penser que j'ai oublié de mettre l'image de la vidéo. Donc vous ne l'aurez pas. Je vais vous inviter à aller voir cela. Parce que effectivement, si l'Europe, elle, déterminait son Final Four cette semaine, ce week-end, l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, elle, avait sa phase finale de Nations League. Son Final Four, c'était sur cette session du mois de mars. La finale, c'était la nuit dernière, et la finale de la nuit dernière a été remportée par le Mexique face à Panama, grâce à deux énormes erreurs de Panama, il faut le reconnaître. La première, une mauvaise appréciation d'Orlando Mosquera d'entrée de match sur un centre entre guillemets un petit peu anodin qui a permis à Raúl Jiménez d'ouvrir le score. Et la deuxième, malheureusement, j'ai oublié de mettre la vidéo. Je vous invite à aller la voir. Je mettrai le lien vers le résumé, comme ça vous verrez. La deuxième, c'est une main absolument lunaire de José Cordoba à la 89e minute qui a donné le penalty de la victoire au Mexique. Il n'y a absolument rien à dire sur le penalty, Pierre. Il est clairement, voilà, il n'y a pas eu de toute façon de contestation. Il n'y a absolument rien à dire sur le péno. Son bras est absolument pas en position naturelle. Il écarte le bras. Il n'y a aucune raison, surtout, de mettre le bras dans cette situation-là. Le centre est trop long, le centre va sortir. Et Panama, donc, peut s'en vouloir parce que dans le match, quand Panama a joué, Panama a fait très, très peur au Mexique. Et a eu des vraies situations pour aller faire retourner cette rencontre. Mais donc, c'est donc le Mexique qui décroche la Nations League. C'est sa toute première, puisque l'on rappelle que les précédentes avaient toutes été remportées par les États-Unis. Toute première victoire pour le Mexique. On va quand même noter deux choses importantes pour le Mexique. Trois choses importantes pour le Mexique grâce à cette victoire. La première, c'est que ça va apporter du calme autour d'une sélection qui est sous tension depuis plusieurs mois, voire quelques années. Panne de résultats, panne de confiance, même s'ils ont gagné la Gold Cup déjà face à Panama, mais panne de résultats de manière générale, des sélectionneurs qui sautent et qui changent, peut-être un peu de calme. Deux choses supplémentaires. La première, et ça, on peut être que heureux de cela, c'est la renaissance de Raúl Jiménez que l'on a retrouvé sur cette compétition. 4 buts dans le Final Four, 2 en demi, 2 en finale. Donc voilà, ils ont retrouvé Raúl Jiménez parce qu'on l'avait un petit peu perdu quand même, il ne faut pas se mentir, à voir si ça perdure. Et la deuxième, c'est une confirmation, celle que le Mexique a probablement l'un des meilleurs gardiens de la zone, avec Luis Malagón, auteur encore d'un match absolument exceptionnel. Je le disais, je vois le message de Wade, Raúl c'est meilleur que Santi. Il y a la grande question qui agite le Mexique de savoir si on doit encore aligner les deux ou pas. Tu l'as forcément vu, toi, Red, qui suit le football mexicain, les fameux débats avec certaines qui préféreraient voir Quiñones à côté de Raúl. Bon, bref, ils ont quand même deux attaquants normalement. Un qui est dans une très bonne dynamique en club, qui peine un peu en sélection, même s'il se crée des situations. Il s'en est créé une très très belle hier dans le match, notamment. Et un qui est en train de revenir. Je vois le message de Wade, la Coupe du Monde des clubs en journée sur la côte est des États-Unis, la Gold Cup le soir sur la côte ouest, le tout en même temps. Exactement, on va en parler dans un instant. Et c'est aussi pour cela qu'ils ont décidé de mettre l'un sur une côte, l'autre sur l'autre, pour qu'il n'y ait pas de
de congestion en termes de mouvement de foule et de compétition aussi en même temps, mais les États-Unis permettent de faire ça aussi. Je le disais, premier titre, donc première Nations League pour le Mexique, et pourtant, la Ligue 1 avait pris position, messieurs, dames, et c'est peut-être pour cela. La Ligue 1 avait pris position en faveur de Panama. Vous avez probablement vu les tweets de la Ligue 1, si vous les suivez, hein, sur les réseaux sociaux, sur X notamment. La Ligue 1 en espagnol qui a ajouté que voilà, qui a mis une photo d'Amir Murillo avec la Ligue 1. Voilà, dans la victoire comme dans la défaite, on est toujours à tes côtés, Panama. L'OM en a fait de même d'ailleurs. Hein, regardez, voilà. Hein, donc l'OM est supporter de Panama. Hein, l'OM espagnol est supporter de Panama, c'est bien connu. Et quand même, la Ligue 1, le compte espagnol de la Ligue a publié une photo pour féliciter les amis mexicains de leur titre. Notez quand même que grâce à la Ligue 1 en espagnol, André-Pierre Gignac est devenu 100% mexicain. Voilà, on dirait que le gars est décédé, c'est un peu ça. L'OM est supporter de River et Racing aussi maintenant. Ils sont supporters d'absolument tout le monde, comme ça ils sont sûrs à peu près de gagner. Mais voilà, dernier tweet donc de la Ligue 1 en espagnol qui félicite le Mexique avec une photo notamment d'André-Pierre Gignac. C'est remarquable, bravo à eux. Bref, je le disais, parce que dans cette histoire-là, dans cette histoire de CONCACAF Nations League, jusqu'ici, le titre était réservé aux États-Unis, qui avaient gagné les 3 premières éditions. Ça s'est très mal terminé pour les USA de Mauricio Pochettino, puisque les USA ont été vaincus par le Canada, notamment avec un superbe but de Jonathan David, 2-1 pour le Canada, qui prend la 3e place de la Nations League. Les USA terminent 4e, termine cette session donc avec 2 défaites, une face à Panama, une face au Canada. Ça commence à grogner, ça commence à serrer un petit peu. Il y a eu quand même d'énormes failles défensives dans le match. C'est vraiment la chose qui... il y a plusieurs éléments dans le débat qui agitent les suiveurs du foot de la Team USA. La défense, le problème du gardien, Matt Turner qui ne joue pas, c'est un problème, et le problème de leadership notamment en attaque, et l'un des hommes qui est visé particulièrement, vous vous en doutez, c'est Christian Pulisic, qui est particulièrement la cible, à savoir le fameux débat que l'on connaît parfois en France aussi, avec un certain joueur du Real Madrid, leader technique, mais pas leader humain ou spirituel, c'est le mot. Bref, tout ça pour dire que ça chauffe un petit peu, alors pas de danger normalement pour Pochettino, ça devrait aller. Il y a la Gold Cup qui va arriver, on va en parler dans un instant. Lui, il s'est voulu rassurant, il demande aux fans de ne pas être pessimistes. Je le disais, ça grogne. Il y a eu notamment des réactions de Landon Donovan, ancien très grand joueur de la sélection. Et je vais vous lire ce qu'il a dit parce que c'est assez drôle. Enfin, assez drôle, non, c'est assez cash. J'en ai marre d'entendre à quel point ce groupe de joueurs est talentueux et tous les clubs extraordinaires pour lesquels il joue. Si vous ne vous présentez pas et vous ne vous souciez pas de jouer pour votre équipe nationale, déclinez l'invitation. Le talent, c'est bien. La fierté, c'est mieux. Voilà l'ambiance autour de la sélection. Forcément sont visés les Pulisic, les Weah, les McKennie notamment, qui jouent dans des grands clubs européens, mais dont les performances en sélection sont quand même un petit peu en dessous. Ça vacille, quelques positions sont menacées, devant, au milieu, en attaque. Il y a encore une équipe à construire. Pochettino a bien dit qu'il avait le temps de construire, enfin il avait le temps, il lui reste un an, il va falloir y aller, et il y a donc forcément un enjeu qui devient un peu plus important. L'enjeu, vous avez vu la transition, c'est la Gold Cup, la prochaine Gold Cup, qui, comme le disait Wade dans le chat, va se dérouler en même temps que la Coupe du Monde des clubs. C'est aussi pour cela qu'on devrait être un petit peu plus intéressé de notre côté par la Gold Cup que par la Coupe du Monde des clubs, sauf si Gianni nous donne un pourcentage des 50 millions de droits d'entrée. Donc voilà, il lui faut toujours du temps. Oui. La Gold Cup avec l'Arabie Saoudite, exactement, Nacio, j'allais en parler, tu vois. Justement, on va parler de cette Gold Cup parce que en ce moment, on est en train de jouer les qualifications pour cette compétition. Et Nacio vient de vous le dire, il y a déjà des qualifiés. Il y aura 16 pays qui seront présents. Il y a eu à un moment la rumeur comme quoi on pourrait étendre à 24. Ça a été juste une rumeur, ça a été propagé dans plusieurs médias. Mais non, on va bien rester à 16. On a déjà des qualifiés. Les qualifiés, ce sont les quarts de finalistes. Enfin, non, ce sont le dernier carré de la Nations League. Donc, Canada, États-Unis, Mexique, Panama, vous les voyez. Eux sont qualifiés. Il y a un pays invité, l'Arabie Saoudite. Alors,
Je sais que ça peut faire parler. Je rappelle que donc l'Arabie Saoudite succède au Qatar qui était présent en 2021 et en 2023. Donc, c'était le Qatar, on est passé à l'Arabie Saoudite. Je rappelle que c'est une tradition en Gold Cup d'inviter des pays. Invitons le Tadjikistan à la Gold Cup. Non, mais c'est une tradition d'inviter à la Gold Cup. Depuis 1996, la CONCACAF invite un ou plusieurs pays. Le Brésil y a participé à 3 reprises, a joué 2 finales et a fini 3e. La Colombie a participé également à 3 reprises. Elle a fait une finale, une 3e place et un quart. Le Pérou a participé une fois. La Corée du Sud a participé à 2 reprises, 4e en 2002 même. L'Équateur et l'Afrique du Sud ont également participé à cette compétition. Donc c'est une tradition d'inviter un pays d'une autre confédération. Comme ça, on va tout de suite pouvoir mettre de côté le côté ça y est, ils invitent encore l'Arabie Saoudite ou ils invitent encore le Qatar. Alors après, le choix du pays, ça, c'est eux que ça regarde. Mais la notion d'invitation, voilà, elle n'est pas liée au fait à la présence de l'Arabie Saoudite ou du Qatar. Bref, je le disais, il y a ces pays-là qui sont qualifiés, auxquels il faut ajouter ceux qui sont arrivés via la Nations League. Un petit peu comme en Europe, où la Nations League permet aussi de qualifier parfois à l'Euro, quand on est dans une année d'Euro. Les vainqueurs de la Ligue B, la Nations League nord-américaine fonctionne comme en Europe, hein, Ligue A, Ligue B, Ligue C. Il y a plusieurs divisions et vous montez et tout. Mais les vainqueurs des groupes de la Ligue B se sont qualifiés pour la Gold Cup. Ces vainqueurs de groupe sont Curaçao, la République dominicaine, le Salvador et Haïti. Vous avez donc toute cette brochette de qualifiés. Vous en comptez donc, si vous avez bien vite compté, 9. Il en manque 7. Et effectivement, le Costa Rica n'est pas encore qualifié. Le Costa Rica n'est pas qualifié parce qu'il passe donc par des barrages. Les barragistes, ce sont les 4 perdants des quarts de finale de la Nations League. Le Costa Rica en fait partie, notamment, puisqu'il avait été éliminé par Panama, qui ensuite a battu les États-Unis avant de perdre en finale. Donc le Costa Rica en faisait partie de ces éliminés. Les autres sont la Jamaïque, le Suriname et le Honduras. Et ils ont rejoint donc les autres membres qui arrivent, eux, via les groupes, la phase de groupe, on va dire, de la Nations League. On avait donc les barrages allés qui se sont déroulés ce week-end. Les barrages retour ont lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Voici les affiches et les premiers scores. Il n'y a pas eu de grande surprise, hein. On va tout de suite enterrer toute notion de suspense. Vous voyez notamment que le Costa Rica s'est imposé 7-0 au Belize, pardon, et non pas au Brésil, au Belize, c'est pas pareil, et devrait donc être tranquillement qualifié pour la Gold Cup. Et en fait, pour vous donner une petite explication, c'est assez simple sur la façon dont ont été choisies les affiches pour ces barrages. On a pris tous les qualifiés. On en a 14 donc, parce qu'il y a 7 matchs aller-retour. On a pris les 14 qualifiés, on les a classés en fonction de leur ranking, de leur coefficient dans la confédération. Et ensuite, il n'y a pas eu de tirage. Le premier joue le 14e, le deuxième le 13e, et ainsi de suite, en match aller-retour. Donc, je le disais, le Costa Rica s'est promené face au Belize 7-0. Le Honduras s'est fait quelques frayeurs, mais s'est imposé dans... je vous invite à voir le résumé du match, parce que vous allez voir, les conditions étaient dantesques. Face aux Bermudes, Trinidad et Tobago s'est imposé à Cuba. Et nous, forcément, on va suivre avec attention 2 représentants, toujours les mêmes, forcément, la Guadeloupe et la Martinique. Du côté des Matininos, on a un but à remonter au match retour face au Suriname. C'est pas incommensurable, mais il va falloir le remonter, ce but-là. Je suis en train de me dire que je ne le vois pas sur cet écran. Est-ce que je l'ai ? Ah oui, si, ça y est, je le vois. Pardon, je vais chercher un drapeau et que je n'ai pas trouvé. Bref, la Martinique a un but de retard à remonter, à inverser. Et du côté des Guadaboys, ça va être un petit peu plus compliqué. Il y a eu victoire au match aller, but de Florian David, 1-0. Mais match retour, et ce but, il va falloir aller le défendre face au Nicaragua. Je rappelle que si vous voulez suivre ces matchs retour, c'est possible, c'est gratuit, c'est légal, c'est sur le YouTube de la Confédération, le YouTube de la CONCACAF. Tous les matchs sont disponibles et donc sont faciles à suivre. Ça sera dans la nuit de mardi à mercredi. J'en profite pour saluer Castenqua qui est arrivé dans le chat. J'ai cru que Cuba avait battu Trinidad 7-2. La police d'écriture m'a trompé. Oui, mais c'est vrai que la police est particulière, hein, j'avoue. Si la Jamaïque ne bat pas Saint-Vincent et Grenadines, c'est une surprise. Oui, bon, la Jamaïque a fait match nul là-bas, elle va gagner au retour, hein, il n'y a pas de souci. Oui, ils égalisent sur pénaux, mais bon, on sait à quel point c'est compliqué de se déplacer sur différents stades. Ça devrait le faire quand même pour la Jamaïque.
Peut-être que j'ai déclenché l'effet Hello. Réponse, dans la nuit de mardi à mercredi. Mais c'est vrai qu'effectivement, le choix de la police n'est pas le meilleur. Tu peux comparer le 1 et le 7, puisque le Costa Rica t'aide à cela grâce à sa victoire 7-0. Voilà pour tout ce qui est Nations League, Gold Cup en Amérique du Nord. On faisait un petit point sur ces résultats-là, parce que aussi, j'ai pas eu forcément le temps d'écrire pour faire les résumés sur Halo, et c'est aussi à cela que sert Lucarne américaine, et comme ça, on peut en discuter ensemble. On va s'intéresser à une autre compétition continentale qui agite le continent en ce moment. Ce sont les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, les éliminatoires sud-américains avec le programme à venir. On va en parler dans un instant. Ces fameux éliminatoires sud-américains qui vont voir bientôt la Colombie être éliminée. La bise à Pierre. On va en parler dans un instant. Bon, on va en parler même tout de suite. On va faire un petit point. Vous avez peut-être suivi à nos côtés ces 2 premières sessions du mois de mars. La prochaine session, c'est aussi dans la nuit de mardi à mercredi. D'ailleurs, j'en profite, je vous donne tout de suite rendez-vous. On se fera une watch party habituelle. Rendez-vous vers minuit 50, puisque on va suivre les matchs qui jouent à 1h du matin. Je vais vous montrer d'ailleurs le programme de ces rencontres. Ce sont les horaires locales, mais je vais vous les donner sur les heures françaises. 21h, Bolivie, Uruguay, mardi soir. Sachez que, j'ai pas été vérifié, mais je pense que c'est toujours le cas parce que c'est FIFA Plus qui a les droits pour la Bolivie. Ce match-là, qui va se jouer à 4000 mètres, à El Alto, la Bolivie joue toujours maintenant à El Alto, face à un Uruguay qui n'a gagné qu'un seul de ses 7 derniers matchs d'éliminatoire quand même. Attention à tonton Bielsa, et qui a été battu par l'Argentine vendredi soir, enfin dans la nuit de vendredi à samedi. La Bolivie, ça devrait être sur FIFA Plus, généralement à 21h. Et ensuite, on a un multiplex à 1h du matin avec la Colombie qui accueille le Paraguay, l'équipe en forme du moment. Paraguay, c'est simple, c'est victoire à domicile, des matchs nuls à l'extérieur. Donc vous pouvez déjà mettre une pièce sur le match nul entre la Colombie et le Paraguay. Sachez que la Colombie va donc continuer de plonger pour finir par être éliminée, d'après Pierre Gerbeau. Le Venezuela accueille le Pérou, l'Argentine accueille le Brésil, forcément le grand classico dont tout le monde parle. Il faut dire que les Brésiliens ont quand même commencé à allumer, notamment Rafinha, bon courage à lui. Sachez qu'il y a une rumeur qui court comme quoi la réponse argentine et la réponse de l'AFA aux déclarations notamment de Rafinha, serait qu'il y ait représentation de la Coupe du Monde 2022 en avant-match. Voilà, histoire de rappeler au Brésil qui sont les champions du monde, histoire de mettre un petit peu l'ambiance avant le match. Rafinha est très chaud, il va falloir faire très attention. Salut à Nostromo qui est dans le chat. J'espère que McLaren ne va pas faire avec la Jamaïque un remake de Angleterre-Croatie 2007. Bah écoute, on verra bien, c'est le grand débat. Et donc, Argentine, pour revenir au sud, Argentine-Brésil à 1h du matin. Et l'autre gros match, c'est Chili-Équateur. Bien sûr, ça va se chauffer pour un 0-0 tout pourri. Évidemment, Vince qui essaye de conjurer le sort et de déclencher un effet Halo qui nous permettrait d'avoir le match le plus spectaculaire des éliminatoires. Je vous fais un petit point sur le classement. On en a parlé lors des lives, mais on va faire un petit point sur le classement avant la 14e journée, puisque c'est la 14e journée, ce qui veut dire qu'il restera 12 points à prendre ensuite à l'issue de cette journée-là. Vous voyez que l'Argentine, officiellement, mathématiquement, l'Argentine n'est pas encore qualifiée. Pourquoi ? Parce qu'elle a 15 points d'avance sur la Bolivie. Vous allez me dire que 15 points d'avance quand il reste 5 matchs, ça se remonte. Oui, donc il faut que l'Argentine fasse 0 points jusqu'au bout, que la Bolivie fasse 5 victoires sur les 5 derniers matchs et surtout que la Bolivie remonte un déficit de 31 buts sur l'Argentine. Donc, on va le dire qu'officiellement, l'Argentine n'est pas encore à la Coupe du Monde. Elle peut définitivement composter son billet face au Brésil. Vous notez que ça rajoute un enjeu supplémentaire. Et vous voyez que donc, en gros, et c'est ce que l'on disait, et c'est ce qu'il faut véritablement garder à l'esprit, il y a 2 blocs dans ces éliminatoires. Il y a les 6 premiers, où ça devrait franchement pas forcément beaucoup trop bouger. Surtout vu les calendriers, puisqu'on va affronter les plus petits et parfois on va les recevoir. L'Équateur est deuxième avec 22 points. Je rappelle que l'Équateur a 3 points de pénalité dans ses éliminatoires. Le Brésil, troisième avec 21. Uruguay et Paraguay ont 20 points. La Colombie en a 19. Ces 6 équipes-là, normalement, sauf cataclysme atomique, elles iront à la Coupe du Monde. Et le deuxième bloc qui va être important à suivre, c'est le bloc pour cette place en orange, cette place pour le repêchage.
qui est pour l'instant propriété de la Bolivie, vous le voyez avec 13 points, devant le Venezuela 12 points, le Pérou 10 points et le Chili 9 points. Vous avez bien compris, il y a 4 points d'écart entre la Bolivie et le Chili, sachant qu'il y a un Bolivie-Chili en approche. Donc, il y a notamment, vous mesurez aussi l'enjeu de ce Chili-Équateur, qui est l'une des dernières chances du Chili. J'en profite pour rappeler la petite phrase d'Arturo Vidal en avant-match, quelques jours, forcément, avant le match, qui consiste à dire que la réception de l'Équateur, c'est vraiment le match que le Chili ne doit pas perdre, parce qu'une fois qu'il faut gagner pour espérer se qualifier, puisque ensuite il joue l'Argentine, et ça sera forcément plus facile. La bise à Arturo Vidal, qui est lui aussi dans le club des Rafinha, à savoir, ça parle beaucoup avant le match, attention quand même à ce qui peut se passer derrière. Oui, c'est exactement ça, Red, c'est pas encore complet. Ça vient d'où les 3 points de pénalité côté équatorien, me demande Man. Ça vient de l'affaire Byron Castillo, avant la Coupe du Monde 2022. Je ne sais pas si tu te souviens. Ils avaient un joueur, Castillo, donc, pour qui il a été reconnu qu'il avait un faux certificat de naissance, qu'il n'est pas équatorien, mais qu'il est colombien. Et donc, la sanction que cela a entraîné, il y avait eu à l'époque, on en avait parlé, hein, les rumeurs comme quoi ça pourrait peut-être potentiellement exclure l'Équateur, etc., etc. Il y en avait qui attendaient, hein, basés derrière, là, les Péruviens notamment, attendaient, Péruviens, Chiliens et compagnie, tout le monde attendait un petit peu. Bref, Byron Castillo, la sanction a été que l'Équateur a été sanctionné de 3 points, voilà, au démarrage de ces éliminatoires. Bref, tout ça pour dire que donc il y a ces 2 blocs-là. Vous mesurez aussi par rapport au programme l'immense importance de ce Venezuela-Pérou. Notamment, je vous laisse faire vos pronostics pour savoir qui va prendre la place de barragiste. Je vous donne donc rendez-vous demain, dans la nuit de mardi à mercredi, vers minuit 50 pour la soirée. On devrait être avec Vince, on devrait être avec Pierre. Il faudra venir pour soutenir Pierre en vue de la future élimination de la Colombie. Donc soyez présents. Ça fait perdre de sens ces sélections d'outre-mer qui ne sont pas officielles, pas membres de la FIFA. Ils sont gérés par la FFF dans le but d'encourager le foot localement. Ouais, exactement. On devrait envoyer des métropolitains avec la Guyane. Tu envoies des joueurs qui jouent en métropole quand même aussi. Mais bon, voilà, qui jouent à différents niveaux en métropole. Mais c'est vrai que c'est toujours un statut un petit peu entre les deux pour ces pays-là. Depuis la dernière Copa América, la Colombie et l'Uruguay, c'est assez délicat. Ça ne gagne plus. Ça ne gagne plus beaucoup. Bref, tout ça pour dire, donc, et on va conclure les news là-dessus. Rendez-vous donc demain, dans la nuit de mardi à mercredi, minuit 50 pour la soirée. Je le disais, je serai avec Vince, je serai avec Pierre. Normalement, tous les deux seront là. Il faudra donc soutenir en particulier Pierre. Je compte sur vous tous. Rendez-vous demain. On arrive au terme de ces news. L'idée, c'était de faire un petit peu le tour du continent sur tout ce qui s'était passé la semaine dernière. Et donc, forcément, c'était des compétitions internationales et continentales et faire un petit peu le point avec Léon. On va donc pouvoir enchaîner tout de suite. On va passer au dossier. Vous allez voir qu'il est... on fera une marche funèbre pour la Colombie, bien sûr. Je vais préparer ce qu'il faut, d'ailleurs. On va se préparer. On va passer au dossier assez riche, assez important, parce que vous allez voir qu'il peut avoir des répercussions. On va s'intéresser donc à l'énorme annonce faite par l'USL la semaine dernière avec ces histoires de promotion et relégation. Allez, place au dossier. Parce que je le disais, donc, la semaine dernière, l'USL a fait une annonce qui fait un petit peu l'effet d'une bombe dans le microcosme du football nord-américain, et qui a évidemment trouvé son écho international. On a vu des médias, même des médias français, répercuter cette nouvelle-là. J'en profite pour saluer Renfav qui vient d'arriver, cette fameuse annonce. Et pour ça, je vais vous proposer de regarder un petit peu le clip qui a été publié par l'USL. Ça est en anglais, ça dure 30 secondes. Franchement, vous n'avez pas besoin d'être bilingue pour comprendre ce qui se passe. Je vous propose de le regarder. Chiesa, here's Edward Chiesa! Is he the hero again? Promotion relegation coming to the U.S.? How do you implement it? How long does it take? Pro-rel would absolutely be it. It's time for us to be bold and ambitious and make a move. Okay, promotion relegation. We've opened Pandora's box. Un nouveau chapitre s'ouvre, la promotion-relégation, oui, c'est la grosse annonce, vous l'avez compris, même si vous ne parlez pas anglais, l'USL
a décidé d'adopter le système de promotion en relégation. C'est une véritable révolution. Alors ça, c'est l'info brute. On peut le dire véritablement que c'est une véritable révolution parce que c'est la promotion relégation que l'on connaît tous. On a grandi là-dedans, on est habitué à cela avec nos différentes ligues. La promotion relégation n'existe pas dans le sport nord-américain aux USA, quelles que soient les ligues, quels que soient les sports, ce système n'existe pas. C'est en cela une révolution. Alors, voilà l'effet, comment dirais-je, l'information brute. L'information, voilà, on a envoyé, entre guillemets, l'annonce, l'amorce, l'effet d'annonce. C'est un nouveau chapitre, comme ils le disent. On va quand même essayer maintenant d'entrer un petit peu dans le détail. Vous savez, si vous êtes des habitués de Lucarne Opposé, si vous ne l'êtes pas, vous allez comprendre assez vite. On va essayer d'entrer un petit peu plus dans le détail et d'analyser plus finement les répercussions et de bien expliquer tout cela. Je vais en profiter aussi pour expliquer un petit peu comment fonctionne le football aux USA et vous allez pouvoir aussi mesurer ce qui est en jeu avec cette annonce-là. La révolution en Amérique, nous dit Rodolphe. Ouais, exactement. Alors, on va commencer par le commencement. Tout simplement, vous le savez ou pas, il y a 2 grandes ligues professionnelles aux États-Unis. Il y a la Major League Soccer, la MLS, que vous connaissez, que vous suivez probablement, j'espère, avec nous. Et il y a l'USL pour United Soccer League. Ces 2 acronymes-là, vous devez en être familier. Pour le retenir, ce sont les 2 grandes ligues professionnelles américaines. Je vais entrer un petit peu dans le détail parce que voilà, vous n'êtes peut-être pas forcément au courant de tout cela. On va donc bien expliquer, c'est aussi un peu l'idée. N'ayez pas peur, ça va aller, on va expliquer ça tranquillement. Donc, ce sont les 2 grandes ligues qui gèrent le football aux États-Unis. La Major League Soccer, on en parle régulièrement avec ses 30 franchises, c'est là où évolue Lionel Messi, etc. etc. L'USL, donc, c'est une autre organisation qui gère à la fois le football professionnel, je le disais, mais qui gère aussi un football amateur. Je vais y revenir dans un instant. En gros, si on doit résumer un petit peu ce qu'il se passe dans le paysage aux États-Unis, c'est un petit peu comme si vous aviez 2 LFP qui sont différentes. Vous aviez la LFP qui a sa Ligue 1, sa Ligue 2, et sa Ligue 1 et sa Ligue 2, et vous aviez une autre ligue professionnelle, trouvez-lui un nom, vous pouvez vous amuser à lui trouver un nom d'ailleurs, qui gérerait aussi d'autres championnats professionnels. D'ailleurs, et c'est pour cela que c'est important. Attends, mais la MLS, c'est pas une ligue amateur ? Non. Ça dépend pour qui, tu vois ce que je veux dire. Bref. Tout ça pour dire que l'USL, je le disais, la MLS, une seule ligue, 30 franchises. L'USL, c'est différent parce que l'USL, elle a des divisions chez les hommes. Je ne vais pas entrer dans le détail du football féminin, du football en salle, du football chez les jeunes. Je vais rester juste chez le football senior masculin. L'USL a 3 divisions. Donc, le Championship, qui est son élite, concrètement, qui en 2025 va compter 24 équipes et fonctionne peu ou prou comme la MLS, phase régulière play-off. Et ça, de toute façon, c'est valable pour tous. Phase régulière play-off, c'est une signature commune à l'organisation du sport aux États-Unis. Donc, tout ça pour dire, vous avez une première division qui s'appelle le Championship. Vous avez une deuxième division qui s'appelle la League One. C'est un petit peu perturbant, mais c'est un petit peu comme comme en Angleterre d'ailleurs. La League One qui, elle, a pour objectif de placer des équipes un petit peu dans des marchés qui ne sont pas les marchés principaux. Donc, entre guillemets, on va dire des plus petits marchés qui comptent 14 équipes. Et vous avez la League 2 qui est un petit peu plus une ligue de développement où on va trouver un petit peu des jeunes et des joueurs qui aspirent à décrocher des contrats professionnels. Cette League 2... elle est semi-professionnelle, donc il y a aussi des clubs amateurs au sein de cette ligue-là. Et pour vous donner une idée de son importance en termes de nombre, il y a 128 équipes en 2024 qui sont réparties en 4 conférences de 18 divisions. 128 équipes en Ligue 2, des pros, des semi-pros, des amateurs, un petit peu tout mélangé. C'est entre guillemets une espèce de ligue de développement. Au Mexique, on appellerait ça la Liga de Expansión, la bise aux Mexicains. Bref, donc vous le voyez, il y a un maillage très différent et il y a un maillage beaucoup plus important pour l'USL par rapport à la MLS. Je vais vous montrer ça sur une carte pour que vous compreniez un petit peu. Voici les franchises de MLS et de l'autre programme qui est le programme des jeunes qui s'appelle MLS Pro Next. Vous avez l'ensemble des franchises et leur couverture sur le territoire. Je vous mettrai un lien dans la description si vous regardez en replay et si vous écoutez la version podcast, il y aura un lien vers cette carte qui est une carte interactive de l'ensemble des clubs de football aux États-Unis. Vous verrez que
c'est monstrueux parce que là, j'ai fait le choix que de n'afficher que la MLS. Vous voyez ce maillage territorial et vous voyez le maillage que représente l'USL et l'importance que représente l'USL en termes de nombre de clubs et de couverture. Vous voyez qu'il y a des territoires où la MLS est totalement absente et où il y a de l'USL qui est présente. Je vous mettrai un lien vers ces cartes interactives. Vous pourrez vous amuser. Vous verrez qu'il y a du football absolument partout. Donc voilà, purée, moi qui pensais que l'USL c'était comme la Ligue 2 en France, eh bien tu vas voir, Ban, c'est important et il est très bon ton commentaire. Il est pas idiot, très clairement. De toute façon, on dira jamais qu'un commentaire est idiot, mais surtout, il est hyper important parce qu'il y a une confusion des genres qui a été créée. Pourquoi je vais y revenir dans un instant. Donc, vous comprenez ce que je viens de vous expliquer. Le maillage territorial. Il y a des passerelles entre MLS et USL, je vais y revenir dans un instant, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que donc il y a deux grandes organisations qui gèrent le football professionnel aux États-Unis. Et donc, par rapport à ton message, justement, la pyramide du football américain, la voici. Il y a d'autres ligues que j'ai mis là-dessus, n'y prêtez pas attention. Regardez que MLS, USL, donc il y a 4 logos à regarder. Dans la pyramide actuelle du football aux États-Unis, la MLS, c'est l'élite, c'est considéré comme la première division. Et c'est pour ça que ton commentaire était intéressant, l'USL Championship, donc la première division du USL, le plus haut niveau du USL, est considéré comme la deuxième division aux États-Unis. Et c'est aussi là que ça a créé des sortes de raccourcis mentaux qui peuvent induire en erreur, c'est que quand on a entendu parler de promotion-relégation en USL, les gens se sont dit qu'il allait y avoir des passerelles vers la MLS, que les meilleurs du USL, puisque c'est la D2, iraient en D1 en MLS. Eh bien, vous allez voir que c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Que je vous explique d'abord, avant de vous dire pourquoi c'est pas aussi simple, parce qu'il y a une info qui vous manque, qui n'a pas été forcément donnée par les médias et qui est importante. Pourquoi la MLS est considérée comme première division et l'USL Championship est considérée comme deuxième division? Sachez qu'aux États-Unis, il y a une charte, un cahier des charges qui est fixé par la Fédération américaine pour déterminer le niveau de dans la pyramide d'une compétition si vous souhaitez créer une compétition professionnelle et ou amateur. Ce cahier des charges, je mettrai le lien aussi, vous verrez, bon, il est en anglais, il faut lire l'anglais. Je ne vais pas vous donner tout l'ensemble des éléments de ce cahier des charges. Il y a ce que l'on appelle des Professional League Standards, donc là c'est si vous voulez créer une grille, une ligue professionnelle, pardon. Je vous mettrai le lien. Il y a quelques points qu'il faut garder à l'esprit si vous voulez être à la hauteur de la MLS et donc considéré comme une première division par la fédération américaine. Il faut que vous ayez au minimum 12 équipes l'année de la création de votre ligue, 14 à la 3e année d'existence de votre ligue. Ça, c'est un premier point qui n'est pas trop dur à avoir. Le deuxième, c'est qu'il faut que vous ayez des équipes qui soient situées sur 3 faisceaux, sur 3 fuseaux horaires, à l'Est, au centre et au Pacifique. Il faut que 3/4 des équipes soient basées dans des zones métropolitaines d'au moins 1 million d'habitants. Et c'est là où le bas blesse un petit peu du côté de l'USL. Je dois avoir normalement, voilà, ici, un élément pour vous montrer que ce n'est pas forcément le cas de tous les clubs du USL pour l'instant. Il y a d'autres critères. Gardez en tête son million d'habitants dans la zone métropolitaine de la ville et aussi et surtout posséder un stade d'une capacité d'au moins 15 000 spectateurs. Je ne rentre pas dans le groupe des propriétaires, le nombre d'argent qu'il doit avoir, etc., etc. Pour vous donner une idée, et vous le voyez sur ce tableau, pour l'instant, il n'y a vraiment que 3 clubs qui remplissent l'ensemble de ces critères et qui évoluent en USL Championship. C'est Birmingham Legion, Miami FC et Auckland Roots. Louisville n'est pas trop loin. Alors, vous voyez, c'est 4 clubs, pardon. C'est pas 3, c'est 4, parce que Louisville n'est pas très loin. Et Auckland Roots, qui n'y est pas dans ce tableau, vous allez me dire, mais attends, Auckland, ils ont un stade de 5000. Non, parce que Auckland, depuis cette saison, joue au Coliseum. Tout simplement, joue dans un plus grand stade. Et pour vous donner une idée, le week-end dernier, Auckland a fait sauter le record d'affluence du club pour son match du USL Championship. 26 575 spectateurs ont assisté à ce match-là. Un match donc d'entre guillemets de deuxième division, du deuxième niveau de la pyramide américaine. Ça vous permet aussi de mesurer certaines autres choses, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc, c'est pour cela, à cause de ce cahier des charges, sympa l'écusson du club, l'écusson est incroyable, le maillot est incroyable. Voilà, je dis juste ça comme ça. Un jour, on s'amusera, on fera peut-être
on fera peut-être un petit peu cela. On s'amusera à regarder les maillots d'USL parce qu'il y a des trucs absolument incroyables en USL. Et Auckland Roots joue justement. Ils reprennent le logo d'Auckland, hein, tout simplement, hein, de la ville d'Auckland sur les panneaux. Enfin bon, bref. On fera ça peut-être un jour. Ça peut être intéressant. Bref, tout ça pour dire que c'est pour ces raisons-là que donc l'USL Championship, qui n'a pas ces 12 équipes-là, qui lui permettent d'être considéré comme en première division. Ça, c'est le contexte. Le décor général, tout ce qu'il faut garder en tête, et vous avez donc cette annonce de la de la promotion relégation. Il vous manque une information, parce que, évidemment, cette histoire de promotion relégation, ça a fait l'affaire d'une bombe, mais elle arrive un mois après une autre annonce faite par l'USL, la création d'une division, pour l'instant qui s'appelle Division 1, elle va changer de nom, hein, c'est un nom temporaire, mais une division qui aspire à être une division du premier étage de la pyramide, c'est-à-dire de même niveau que la MLS, tout simplement. Telle est l'ambition de l'USL, et c'est dans ce contexte-là qu'intervient la promotion-relégation. Ce qui veut dire que avec cette division 1, et c'est l'info qui manque dans beaucoup de médias, ils veulent concurrencer la MLS, on va en parler de tout cela. Mais si la MLS et l'USL sont deux ligues différentes, pourquoi la MLS est au sommet de la pyramide? Je viens de l'expliquer, Red. Parce qu'il y a un cahier des charges pour être considéré comme une première division et qui est fixé par la fédération. Pour l'instant, l'USL ne le remplit pas avec le Championship, mais l'USL, donc, entend le remplir avec cette future Division 1. Ce qui veut dire que à partir de 2027, voici comment va être organisée l'USL. L'USL aura une division 1 équivalent en termes de niveau sur la pyramide avec la MLS, sa division 1. Le Championship deviendra sa division 2. La troisième division sera la Ligue 1 et le semi-amateur, le pré-professionnel comme il l'appelle, sera la Ligue 2. Vous reconnaissez un petit peu le modèle anglais, hein? Première Ligue, Championship, Ligue 1, Ligue 2. C'est exactement cela. Et l'idée, c'est donc de créer une division de niveau de la MLS et de mettre en place ce système de promotion-relégation entre ces 3, voire ces 4 divisions, tout simplement. Donc, l'idée, entre guillemets, concurrencer la MLS, c'est de créer une autre ligue avec aussi une infusion, l'infusion de ce qui se fait chez nous, ou c'est ce qui fait traditionnellement un petit peu partout dans le monde, avec ce système de mérite, de promotion et de relégation. Et donc, voilà, telle est l'histoire. Et tel est l'élément qui était important dans cette histoire à garder à l'esprit. Promotion-relégation ne veut pas dire que les meilleures équipes du USL iront en MLS et les plus mauvaises de MLS iront en USL. Non, ça se passera au niveau de la pyramide de l'USL. On va y revenir dans un instant. Vous comprenez donc que la stratégie, c'est de ne pas chercher à faire une autre MLS, puisqu'il y a une autre philosophie qui est instillée là-dedans, avec cette promotion-relégation. Elle est donc de proposer aux fans de foot, aux fans hardcore, une pyramide professionnelle avec une élite, avec l'idée de lui faire disputer des compétitions continentales basées sur un modèle qui est utilisé partout dans le monde, à quelques exceptions, la bise à la Liga MX et la bise à la A-League australienne, par exemple. Ce système avec la promotion-relégation. Alors, sachez que, et c'est important parce que vous allez me dire, oui, mais promotion-relégation, c'est pas la culture américaine, les fans de les fans de sport américains, c'est pas leur truc. Eh bien, regardez. C'est quand même un vieux serpent de mer, la promotion-relégation aux États-Unis. Et je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer ceci. Ce document-là, je ne vais pas vous le lire, il est en anglais, je ne vais pas vous le lire. C'est un courrier qui est signé par Warner Fricker, qui est président de la Fédération américaine. Vous le voyez à l'écran. Et c'est un document qui est le préambule d'un plus grand document qui vise à donner des axes de développement pour le football aux États-Unis. Et c'est une lettre un document qui a été adressé aux autres membres du Conseil national. Je lis pas tout. Dedans, il évoque 3 périodes pour le développement et en fin de courrier, on peut lire, ce document traitera donc principalement de 3 axes, le développement d'une équipe nationale hautement compétitive dans un avenir proche, un système de développement à plusieurs niveaux pour permettre à l'équipe nationale d'être compétitive tout au long des années venant, je donne pas les années, c'est écrit, mais bon, et le développement d'une structure de championnat professionnel sophistiquée comprenant 3 divisions dans un système de promotion-relégation. C'est exactement ce que l'on vient de voir avec l'USL. Il y a un élément important si vous avez de bons yeux, si vous regardez un petit peu tout cela.
C'est en haut à droite de ce document, je vais vous le zoomer, c'est la date. Ça date du 30 juillet 1988, cette histoire-là. Et donc, vous voyez que cette notion de promotion-relégation, c'est véritablement un serpent de mer dans le paysage footballistique nord-américain. C'est quelque chose qui est très présent. 88, on est 4 ans après la disparition de la NASL, on est 8 ans avant la première saison de MLS quand même. Donc ça fait 37 ans que cette histoire existe, ces projets de promotion-relégation ont été suggérés. Il y a des mouvements aux États-Unis depuis de nombreuses années. On appelle ça le mouvement ProRel, Promotion Relegation, très actif sur les réseaux sociaux, très actif sur Internet, pas que sur les réseaux sociaux. Il y a de nombreux sites web qui poussent justement pour la promotion-relégation, forcément en MLS puisque c'est la division majeure, jusqu'ici. Sachez qu'il y a des enquêtes qui ont été menées. En 2016, le Deloitte avait mené un audit justement sur la promotion-relégation auprès des supporters de la MLS et 8 fans sur 9 de MLS à l'époque se déclaraient pour. Bon, l'enquête était faite sur un panel d'environ 1000 personnes, mais 8 fans de MLS sur 9 étaient pour l'introduction de la promotion-relégation. En 2019, il y a eu un sondage qui a été mené auprès des joueurs de MLS par ESPN et vous voyez la réponse. Est-ce que vous voudriez, à la question, est-ce que vous voudriez voir un système de promotion-relégation en MLS? 64% des joueurs avaient déclaré qu'ils étaient pour. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très très présent. 30 juillet 88, j'étais pas né. Non, mais c'est quelque chose qui est très très vieux, très très présent. C'est un serpent de mer, hein, vraiment. Et donc la MLS ne l'a jamais mis en place. Et là, l'USL est en train de le faire. Et pourquoi l'USL le fait? Parce qu'on touche aussi à un autre élément important. Et cet élément, il va falloir l'avoir à l'esprit parce que on pourrait s'en servir aussi pour la Coupe du Monde des clubs. Pour vous expliquer un petit peu une autre différence entre la MLS et l'USL, il est dans le fonctionnement même de ces deux entités, de ces deux ligues professionnelles. La MLS, c'est en quelque sorte... Heureusement qu'il y a encore des jeunes à Hello. Ouais. La MLS, c'est en quelque sorte une ligue que l'on appelle à entité unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une structure commerciale qui a été choisie pour assurer notamment la stabilité de la ligue. Rappelez-vous que en 84, la NASL a été totalement à mis fin et le football professionnel aux États-Unis a pris fin parce qu'il y a eu des dérives totalement folles au niveau économique, hein, avec des modèles économiques qui ne tenaient pas. On en a déjà beaucoup parlé. Mais la MLS, donc, a été mise en place avec cette structure de ligue à entité unique. La MLS, c'est une structure commerciale. Et cette structure commerciale fait que, en quelque sorte, si on se plaçait dans un contexte un petit peu européen, ou même français, ou voire européen, on peut considérer que les clubs de MLS ne sont pas des clubs au sens traditionnel du terme. Alors vous allez me dire, oui, c'est des franchises. D'accord, mais non, parce que les franchises NBA sont plus des clubs que les clubs de MLS. Ce que je veux dire par là, c'est que, en termes juridiques, les clubs de MLS, ce sont des sociétés juridiques qui sont placés dans des marchés et qui gèrent les activités quotidiennes et payent les salaires. Mais les propriétaires des équipes sont tous co-investisseurs de la Ligue, ils payent un droit d'entrée, ils sont co-investisseurs de la Ligue, et ils ont juste un droit exclusif d'exploitation d'une équipe sur un marché donné, décidé par la Ligue. Et donc la conséquence, on en a déjà parlé aussi, c'est que les contrats des joueurs de MLS n'appartiennent pas au club, mais à la Ligue. Si on était mexicain, si on était supporter de Léon, et d'ailleurs c'est le cas, hein, je le dis, mais il y en a qui commencent à le dire, cela veut dire en quelque sorte que l'Inter Miami et les Seattle Sounders appartiennent au même groupe nommé MLS. Voilà, ça veut dire qu'il y a de la multipropriété en MLS, tout simplement que tous les clubs sont une grande et vaste multipropriété. La différence, c'est que, donc, ça c'est la MLS, et la différence, c'est que vous l'avez bien compris, l'USL, c'est différent. C'est des franchises, oui, mais c'est des franchises selon le modèle NFL ou NBA. Elle n'est pas une entité unique, elle, l'USL. Elle dispose d'une gouvernance, elle gouverne, mais elle gouverne, organise et régit les compétitions, mais les franchises et les clubs font ce qu'ils veulent. Les contrats sont signés avec les équipes individuelles. Tout simplement. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Et là, on n'est plus sur l'esprit d'un club ou d'une franchise propre. Tout le monde est indépendant. Dans chacun des cas, ça c'est un point commun, dans chacun des cas, que vous soyez en MLS ou en USL, si vous voulez rejoindre, il y a un droit d'entrée, il faut payer, hein, forcément, il y a un cahier des charges, mais il y a un droit d'entrée qui est très élevé hein, en MLS. San Diego, par exemple, c'est un demi-milliard hein, qu'ils ont payé, c'est 500 millions de dollars, le droit d'entrée pour arriver en MLS pour pouvoir y entrer.
Mais vous comprenez que donc le développement de l'USL est différent. Est-ce qu'il y a un salary cap en USL? C'est une très très bonne question. Je ne sais pas si l'USL est le futur. Carnage, on va en parler dans un instant. Est-ce que la MLS pourra toujours enrôler des clubs d'USL dans le cas d'une éventuelle expansion? On va en parler, Nostromo, tu vas voir. Mais c'est bien. Elles sont bien vos questions, elles sont très pertinentes. Et voilà, elles prouvent aussi que vous avez... Voilà, tout le monde a bien compris comment ça fonctionnait, comment ça marchait. Et les questions sont très pertinentes. Je vais essayer d'y répondre dans un instant. Donc vous voyez qu'on est sur deux stratégies qui sont différentes, deux approches qui sont différentes, qui pour l'instant n'aspirent pas à se rejoindre. Il n'est pas question ici de créer une passerelle directe entre la MLS et l'USL, même si des passerelles, évidemment, il y en a, forcément. Et il y en a beaucoup, je vais vous en donner quelques exemples. Entre 2013 et 2019, je crois, 2019 ou 2020, enfin la création du MLS Pronext, le programme de développement de la MLS, des équipes de jeunes avec les équipes réserves. Les équipes réserves des clubs de MLS évoluaient en USL, et ceux qui n'avaient pas de club en USL avaient des affiliés, des clubs filiales, tout simplement. Sachez aussi que beaucoup d'équipes de MLS arrivent d'USL. Elles n'ont pas été promues d'USL en MLS, mais elles ont d'abord fait leur gamme en USL et ont candidaté pour rejoindre la MLS. Ces équipes, vous les connaissez tous, je vais vous les citer. C'est Seattle Sounders, Vancouver Whitecaps, Portland Timbers, Montréal Impact à l'époque, Orlando City, Minnesota United, FC Cincinnati, Nashville et Saint-Louis, puisque l'un des propriétaires de Saint-Louis était propriétaire du Saint-Louis FC qui évolue en USL. Donc il y avait des passerelles. San Diego avait un club d'USL à l'époque, c'était un territoire d'USL, et c'est aussi en cela qu'il y avait des passerelles. Est-ce que cela peut se reproduire ? Peut-être. Est-ce que ça ne peut pas se reproduire dans l'autre sens maintenant? Est-ce que des clubs qui ont candidaté à la MLS ne pourraient pas venir candidater à l'USL et à la future USL? Eh bien, pourquoi pas? Parce que Sacramento Republic, bah justement, tu fais bien d'en parler. J'ai bien vendu la MLS. L'USL, bah après, c'est chacun son modèle. Et c'est vrai que le modèle USL, avec des promotions, relégations, les différentes divisions, forcément, à nous, ça nous parle. Mais c'est autre chose. Mais vous allez voir où je vais en venir dans toute cette histoire. L'un des enjeux, vous l'avez compris, c'est cette notion d'attractivité. Qui va attirer le plus que l'autre? Alors, forcément, il y a quelque chose qui est un petit peu sous-jacent dans tout cela, c'est cette guerre. On en avait parlé quand j'avais parlé de la décision des clubs d'MLS de ne plus participer à la Coupe des États-Unis. Je rappelle toujours, c'est toujours important de le rappeler, que la Coupe des États-Unis est plus vieille que la Coupe de France, première édition en 1914. Je rappelle que le football professionnel est arrivé aux États-Unis en 1886, comparé à chez nous. Donc, il y a une longue histoire du football professionnel aux États-Unis. Et donc, cette histoire, cette guerre, cette lutte d'influence entre deux grandes ligues qui est en train de naître, qui continue de naître et de s'alimenter, ça rappelle à tout le monde cette fameuse Soccer War qui a, pour dire les choses très clairement, à l'époque, complètement tué le football professionnel aux États-Unis. La Soccer War arrive à la fin des années 20. Elle arrive dans un contexte particulier. Il y a le crash de Wall Street en 29. Mais le football professionnel, qui était là, donc je le disais, depuis 1886 aux États-Unis, et qui était donc largement en avance. Je rappelle que les Coupes du Monde existent aussi grâce aux États-Unis, qui ont mondialisé les compétitions internationales des nations. Les États-Unis sont la première nation non européenne à être venue disputer une compétition internationale de nations, c'était le tournoi interallié en 1919, vous voyez tout cela. Donc le football n'est pas né en 1996 aux États-Unis, il n'est pas né en 2022 quand Messi était là, il est né à la fin du 19e siècle, et la Soccer War a tué le football professionnel qui a mis plus de 35 ans à revenir aux États-Unis. On n'en est pas là, on en est loin, mais ce mot, vous allez peut-être le croiser, vous allez peut-être le voir de temps en temps, ce mot Soccer War. Et il y a encore des clubs qui jouent dans des stades de foot US en USL, oui. Mais même en MLS, Charlotte joue dans un stade de foot US. Donc voilà. Et oui, les matchs sont sur YouTube. Mais on va en parler dans un instant. Donc cette fameuse guerre, cette fameuse Soccer War, j'en avais parlé avec la coupe des USA. Je vous renvoie vers ce dossier-là. Est-ce qu'on pourrait revenir vers une Soccer War? C'est difficile à dire. Il y a quand même plusieurs questions à régler par rapport à cette potentielle future première division du USL. Ça, c'est les clubs qui pourraient être les clubs de l'édition 1 de la division 1 du USL, de la Division 1, on verra quel sera le nom. C'est ceux qui partent pour être les favoris. Il y a des logos. Si vous êtes
des habitués de foot nord-américain que vous connaissez probablement. Justement, ça parlait de Sacramento Republic tout à l'heure, ils sont dedans. Auckland Roots est là. Vous allez voir aussi qu'il y a Indy 11 en dessous de Détroit. Détroit, c'est le logo avec la statue romaine. Et vous voyez aussi les Tampa Bay Rowdies et le Miami SC. Il y a plusieurs questions à aborder. L'une qui vient d'être posée à l'instant par Red. Est-ce que le champion pourra aller en Conca Champions? C'est une bonne question. Sur le papier, rien ne l'exclut. Je rappelle que la Canadian Premier League, qui est considérée comme une première division au Canada, qualifie pour la Conca Champions. Donc pourquoi pas. La grande question, c'est surtout donc de savoir qui et comment entrer dans les clous de ce que je parlais, de ce cahier des charges de la Professional League Standards fixé par la Fédé. Je le disais, il y a 3 ou 4 équipes qui pour l'instant remplissent ces conditions-là. Mais attention quand même, vous voyez quand même certaines équipes là, vous voyez dans quelle ville elles sont, vous voyez Tampa Bay, les Rowdies, vous voyez Indianapolis, vous voyez Détroit, vous voyez Sacramento, vous voyez aussi les Las Vegas Light qui sont juste à gauche sur l'image à côté d'Auckland Roots, qui est le logo un peu étrange. Las Vegas, c'est à peu près 2 millions. Dans toutes ces franchises-là, dans tous ces clubs-là, il y a eu aussi des candidatures pour rejoindre la MLS, candidatures qui ont été refusées. On peut ajouter le Phoenix Rising, que vous voyez aussi sur cette image. Beaucoup de villes et de très grandes villes n'ont pas encore d'équipe MLS. Raleigh, Pittsburgh, Milwaukee, San Antonio, entre autres. Donc, aurait la place pour développer cela. Certains, je le disais, ont tenté leur chance à MLS. On peut aussi tout à fait imaginer que le prix d'entrée dans la future USL Division 1 ne sera pas d'un demi-milliard de dollars et donc sera fixé plus bas. Il y aura forcément l'obligation d'avoir un stade de plus de 15 000 places. Ça ne devrait pas être très compliqué finalement d'accueillir des franchises pour lancer la saison 1. Ça peut être très attractif, ça peut aller très très vite. Mais il y a une autre question sous-jacente à cela, et je ne l'ai pas vu passer. Cette question, c'est avec promotion-relégation, comment rester dans les standards du cahier des charges? Parce qu'imaginez un club de 3e division qui vit dans un stade, dans une petite ville. Je disais par exemple que la 2e division du SL est une division pour les petits marchés, pour les villes, les plus petites villes. Imaginez une ville avec moins d'1 million d'habitants, avec une équipe qui joue dans un stade de, disons, 5000 places, qui est en 3e division, qui monte en 2e division et qui se retrouve en 1re division. Comment est-ce qu'on va fonctionner par rapport au cahier des charges? Est-ce qu'on va fixer ce critère-là? Exactement, Wade, un Luznac américain pourra-t-il jouer dans la 1re division de la pyramide de la future USL? C'est une vraie question. Sachez quand même, et c'est important quand même de le garder à l'esprit, que la fédération n'est pas insensible à cette création, à cette nouvelle 1re division qui viendrait à la même hauteur que la MLS. Elle n'y est clairement pas insensible. Elle a été interrogée par le Guardian notamment, qui la cite et qui dit, la fédération dit « Nous nous réjouissons de l'innovation et de la croissance dans le paysage du football américain et nous sommes impatients d'en savoir plus. » Je vous rappelle qu'on est dans un contexte où la fédération est en conflit avec la MLS par rapport à l'US Open Cup, qui est un objet de toute tension. Je vous renvoie donc vers cet ancien dossier. Est-ce qu'on peut dire que la prochaine 1re division, et ça c'est une question qui a été posée dans le chat, est-ce que l'objectif c'est de concurrencer la MLS? Est-ce qu'on va se retrouver avec une guerre et tous les deux vont se battre? Est-ce qu'on va revoir un nouveau chapitre à la Soccer War qui avait tué le football pro comme je le disais? On ne sait pas, mais il y a aussi une autre possibilité qui peut être envisagée. Imaginez un champion MLS contre champion ESL pour devenir super champion des USA. Tu sais que t'es pas très loin, man. J'ai l'impression que tu as lu mon t'as lu mon déroulé, toi. Parce qu'en fait, tout ça pourquoi? Parce que pourquoi pas ces deux ligues ne pourraient-elles pas fusionner? Alors vous me dites, mais c'est bizarre, non, c'est pas possible si elles se font la guerre. Je vais vous rappeler quelques éléments. Le baseball a vu la National League créée en 1876 fusionner avec l'American League créée en 1901 pour former la Major League Baseball en 1903. La National Football League, créée en 1920, a fusionné avec l'American Football League, avec qui elle s'est mise sur la tronche dans les années 60. Et elles ont fini par arrêter de se faire la guerre pour fusionner en 1966. C'est la NFL actuelle. La NBA est le produit d'une fusion entre deux ligues professionnelles, l'American Basketball Association notamment, en 1976.
la NHL a aussi été le produit d'une fusion entre deux ligues, la NHL et la World Hockey Association, fusion qui a eu lieu en 1979. Tout ça pour dire que il y a aussi une possibilité dans cette histoire, c'est que si jamais, c'est pas ça que je voulais afficher, si jamais notre cher USL, avec sa première division du même niveau que la MLS, avec son système de promotion-relégation, arrive à gratter des parts de marché, arrive à gagner des parts de marché, arrive à gagner une visibilité du même niveau que la MLS et un pouvoir d'attractivité des investisseurs quasiment du même niveau que la MLS, il n'est clairement pas impossible qu'à terme, ces deux ligues, à terme c'est dans quelques années, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, ces deux ligues finissent par fusionner. Ça s'est passé dans les autres sports américains. Il n'y a pas de raison que le football y échappe. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas la voie à suivre pour franchir encore d'autres paliers dans le développement du football professionnel aux États-Unis? Peut-être. Rappelez-vous les deux cartes avec le maillage que je vous ai montré sur ces deux ligues-là. Et imaginez le maillage que cela donnerait. C'est quand même assez important. Je ne sais pas si c'est une histoire d'argent avant tout. C'est une histoire, pour le coup, il y a aussi une histoire de deux philosophies et deux fonctionnements qui vont s'affronter. On n'est pas encore tout à fait dans la notion d'histoire d'argent pour rebondir là-dessus, parce que pour l'instant, il n'est pas question, et ça avait été le cas notamment au niveau du football US, du foot US, pas du soccer, du foot US. À l'époque, les deux ligues s'étaient mis tellement sur la tronche que l'un s'amusait à mettre une franchise sur le territoire de l'autre. C'est pas le cas ici pour l'instant. Même si vous allez me dire, ouais, Miami, oui, Miami FC existe déjà et l'Inter Miami ne joue pas à Miami, pour répondre à cela. Mais voilà. À voir comment ça peut évoluer. Est-ce qu'à terme, on pourrait pas avoir une nouvelle voie qui se forme avec ces deux philosophies qui finalement, un jour ou l'autre, vont finir par se rencontrer? Ce que vous voyez aussi, ce qu'il faut garder aussi toujours à l'idée dans tout ce que je viens de dire, non, c'est pas le Miami FC Glidden. L'Inter Miami Carnage joue à Fort Lauderdale, un petit peu plus au nord. Ils n'ont pas de stade à Miami. C'est le Miami FC joue là-bas et c'est Miami City, le Miami de Glidden, qui joue en USL 2 de mémoire. Bref, tout ça pour dire, à surveiller ce que ça peut donner, à voir. Je rappelle que cette annonce-là et cette potentielle première division, c'est prévu normalement pas avant 2027 pour le lancement de cette première division d'USL, qui sera du même niveau de la MLS. 12 franchises d'ici là. On va voir s'ils vont mettre en place des campagnes de recrutement. Il y a quand même déjà quelques franchises qui pourraient clairement en faire partie. Et je le disais, surveillons avec attention tous les projets, toutes les candidatures rejetées par la MLS. Normalement, la MLS, il n'y a pas de prochaines expansions. Est-ce que l'USL peut venir gratter des territoires dessus? Il faudra forcément être attractif financièrement parlant, mais il y a des marchés et il y a la possibilité. Je vous rappelle que les Auckland Roots ont attiré 26 000 personnes au stade lors de leur dernier match de championnat. Je vous rappelle que l'USL est diffusée sur YouTube, mais elle a un contrat avec le réseau CBS, donc elle passe un match gratuitement sur le réseau CBS, elle passe aussi sur CBS Golasso et sur les autres chaînes du groupe du CBS Network. À titre de comparaison, alors c'est difficile comme type de comparaison quand même aussi, parce que j'exclus tout ce qui est abonné du MLS Season Pass ou toute personne qui regarde via Apple parce qu'on n'a pas les chiffres. Vous savez que la MLS, il y a des matchs qui sont diffusés par Fox notamment. Sachez que les audiences des matchs diffusés par la Fox sont au même niveau, voire un petit peu en dessous des matchs diffusés par CBS, des matchs d'USL. Donc il y a un marché, il y a de la place, il y a une autre philosophie qui est mise en place, il y a une autre volonté de se développer avec une autre approche, avec d'autres types de clubs. Vous voyez donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la Coupe du Monde, c'est une formidable marmite dans laquelle, tous les projets bouillonnent, c'est aussi cela, et c'est peut-être aussi l'un des points à retenir. On se souviendra que la MLS a été créée et que le football professionnel aux États-Unis est revenu grâce à l'organisation d'une Coupe du Monde. Si son développement pouvait être lié à une autre Coupe du Monde, si l'étape supérieure de son développement pouvait être liée à une autre Coupe du Monde, et bien finalement, c'est que la Coupe du Monde servirait enfin, ou peut-être encore, à quelque chose. Le Détroit FC a eu pas mal de succès, oui, mais il y a des vraies puissances. Sacramento Republic a fait une finale de coupe du US Open Cup. Indy Eleven est une vraie grosse puissance. Tampa Bay Rowdies est un très grand club de NASL dans les années 70-80. J'avais interrogé un ancien joueur des Tampa Bay Rowdies à l'époque pour le magazine, ancienne grande puissance. Ce qu'il faut savoir aussi avec Tampa Bay,
indépendamment de la ville, hein, qui est une grande ville. C'est le vrai derby floridien. Aujourd'hui, c'est Inter Miami-Orlando en MLS, mais le vrai derby floridien, c'est Miami-Tampa Bay. Hein. Enfin, Fort Lauderdale, à l'époque, c'était les Strikers contre Tampa Bay. Et à Tampa Bay, vous avez Génération Adidas, qui est l'un des centres de formation privés aux États-Unis, mais un énorme pool de joueurs. Et que les sélections, la sélection nationale et certaines équipes viennent en stage à Tampa Bay. Il y a toutes les installations pour s'installer là-bas. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de la place. Il y a vraiment de la place à voir. Les derbies vont être intéressants dans le cadre de système pro-relégation. Oui, et il y a plusieurs études. Je vous mettrai les liens. Il y a pas mal de sites par rapport au débat promotion-relégation. Si vous lisez l'anglais, c'est intéressant pour vous. Vous allez voir aussi que, parce que c'est parfois quelque chose que l'on entend, notamment du côté de la MLS, vous savez, le fameux la MLS avec ses franchises et cette ligue fermée, ça rassure les investisseurs. Et bien en fait, pas tant que ça. Et ils se sont aperçus aussi, notamment, que c'est très bête ce que je vais dire, mais les aventures Netflix, notamment de certains clubs anglais qui sont montés des divisions, ça excite beaucoup les amateurs de foot aux États-Unis, les amateurs de soccer aux États-Unis, et donc forcément c'est un levier sur lequel activer, et ça marche vraiment. On verra si ça prend avec l'USL. En tout cas, sachez que cette annonce-là, elle a vraiment fait bouger au niveau des supporters. Peut-être qu'un jour la MLS va mettre en place les relégations. Ça voudrait dire qu'il faut qu'elle crée d'abord une deuxième division, Carnage. Elle n'a pas de deuxième division, la MLS. Donc elle n'a pas les divisions inférieures. L'USL les a. Et elle est en train d'en rajouter une. Pour l'instant, si tu veux, l'USL, elle a une D2 et une D3 sur la pyramide, et elle est en train de rajouter une D1. Ça, c'était la première annonce, et c'était vraiment la chose. J'ai vu les news qui sont passées en France sur la promotion-relégation en USL. C'est vraiment la news qu'il ne fallait pas oublier. Elle date de mi-février, et elle est hyper importante parce que ils y vont dans l'ordre. Ils créent une première div, et ensuite, ils ajoutent la promotion-relégation. Il y a d'autres annonces qui sont annoncées aussi. Donc voilà, c'est à suivre, c'est hyper intéressant. Merci pour vos messages Insert Coin et Wade. Mais bon, oui, c'est hyper intéressant de toute façon. Donc voilà, l'USL a une longueur d'avance sur la MLS pour les divisions inférieures, très clairement. Est-ce que la MLS, en termes de puissance économique, je pense, est en avance? Je ne pense pas que le contrat avec CBS pour l'USL soit du même niveau que le contrat Apple pour la MLS. Va falloir gagner une visibilité. Donc voilà, on va voir, c'est hyper intéressant à suivre, ça fait partie de ces développements-là, vous l'avez compris, on est sur les annonces, on est sur la mise en place, si ça se trouve, ça va faire pchit, aussi, il y a cette possibilité-là. On attendra, normalement c'est pour 2027, on va saluer Ibra qui arrive alors que l'émission se termine, bravo Ibra, bravo. Voilà, mais c'est exactement ça. T'arrives toujours à la fin. Et donc, voilà en quoi c'est intéressant tout cela, et il faudra le suivre. Je le disais, on arrive au terme. Juste une précision, il y aura, je le disais tout à l'heure, toujours très ponctuel, Ibra. En fait, Ibra, il vient m'annoncer qu'il faut que j'arrête le live. Il faut que j'arrête l'émission, que je suis au bout. Et c'est pas bête, 1h20, c'est très bien. Je vous avais dit qu'elle était un peu plus large qu'1 heure. Pas de goal à Suelo cette semaine parce que pas assez de buts. Je vous invite à aller voir le but de Pasalic pour Orlando, qui aurait forcément fait partie de la sélection. Il y a aussi le but de Thiago Almada, mais je le disais en introduction, on peut pas. Juste pour quand même vous montrer celui qui l'a emporté la semaine dernière. Est-ce que je vous le montre ou est-ce que je vous le garde pour la semaine prochaine? Pas bête ça, on va se le garder pour la semaine prochaine. Bref, on va... allez, je montre. Je montre parce qu'en plus... ça, c'est particulier. Une pensée pour les Canucks qui auront résisté 1 heure contre les All Whites. C'est vrai. Alors, on n'est pas dans le cadre de lucarne américaine, mais c'est vrai. Ils iront en barrage. Donc, la Nouvelle-Calédonie a pris 3-0. La Nouvelle-Zélande est qualifiée, ira à la Coupe du Monde. Et voilà, allez, je vais vous le montrer. C'est bon, vous avez gagné. Je vais vous le montrer. Donnez-moi 2 secondes. Je fais ça. Surtout que c'est assez amusant parce que vous allez voir le résultat du vote sur Twitter. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de votes cette semaine. Je suis assez déçu. Mais bon, c'est Twitter et la visibilité en 2025, c'est terrible. Sur Twitter, c'est Ener Valencia qui s'est imposé. Le problème, c'est qu'il y a une voix d'écart, parce qu'il y a eu très peu de votes. Je vous montre. Et le vainqueur, en fait, c'est le Discord qui l'a donné. C'est Augusto Barrios, parce qu'il y avait une voix d'écart sur Twitter entre Ener Valencia et Augusto Barrios. Et il y a 2 voix pour Augusto Barrios, de plus que pour Ener Valencia sur Discord. Donc, c'est lui qui s'impose. Voilà. C'était ce fameux petit pont semelle et frappe de 50 mètres. C'est lui qui a gagné. Donc voilà, en barrage contre la Colombie. Oui, exactement. Merci
Merci à Nir de préciser que effectivement la Colombie sera 8e et n'ira donc pas en barrage. Ça sent le vote truqué. Non, je te conseille d'aller voir. Tu as vu les chiffres du Twitter. Il y a une voix d'écart. Voilà. Et on n'est pas en Argentine ici, monsieur Vincent. Vous êtes trop habitué à la fin. Bref, voilà. On arrive au terme de cette émission. Le prochain rendez-vous, c'est la nuit prochaine, dans la nuit de mardi à mercredi, donc avec la watch party, comme on dit, des éliminatoires sud-américains, l'élimination précoce de la Colombie, qui va pouvoir regarder la Coupe du Monde à la télé. Non, on rigole. Mais on suivra ça, on aura Pierre avec nous, on aura Vince avec nous, ça devrait être plutôt sympa. Je vous donne rendez-vous donc vers minuit et demi. Sinon, prochaine session MLS samedi prochain. Peut-être qu'il y aura un dans la lucarne vendredi. Je vais voir si je vais avoir le temps de l'écrire. Peut-être que je vais avoir le temps de le préparer. Et sinon, on se retrouve pour lucarne américaine lundi prochain, 22h, toujours sur Twitch. N'hésitez pas à nous suivre, que ça soit sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes où nous sommes présents. Venez sur le Discord si vous avez envie de discuter avec la commu Hello, qui est présente en partie dans le chat, pour tous les lucarnes américaines et les lives, mais qui est aussi présente pour bon nombre d'entre eux sur le Discord. Rendez-vous demain pour les éliminatoires. Rendez-vous lundi prochain pour le prochain lucarne américaine. D'ici là, bon match à tous.